un petit peu moins représentatif, et ça Franck l'avait dit très justement, ça représente 30 effectivement des plus grosses sociétés industrielles américaines, mais c'est pas l'indice de référence, contrairement au S&P. Le Nasdaq est toujours sous une forte résistance, et la plupart des indices européens le sont également. Le DAX est sur son plus haut à 8000 en triple top. Donc moi, j'ai tendance à être toujours franc. Quand j'ai un avis tranché, je le dis. Aujourd'hui, la situation est assez floue. On a vu ce qui s'est passé à Chypre, mais on a vu aussi la capacité du marché à rebondir depuis, en France depuis cet été, en fait. Les marchés montent en France depuis déjà été 2012, voire un autre rebond qui avait lieu en septembre 2011. Alors que la conjoncture dont on parle régulièrement autour de nous n'est pas si bonne que ça. Est-ce que c'est significatif d'une espèce de bulle qui serait en train d'arriver? Pour moi, c'est pas improbable du tout. Donc je reste assez prudent, je continue à mettre mes balises techniques puisque c'est la base de notre métier, en sachant qu'effectivement il y a des zones d'inflexion qui sont importantes. Aujourd'hui, c'est très clairement 3006 à la baisse, qui était le dernier overlap. Donc l'ancienne résistance sur laquelle le CAC avait buté à 2 reprises et sur lequel il a rebondi depuis à 3 reprises. Et à la hausse, ça reste la zone des 4000-4100 points. Voilà. Alors Nicolas Suffet, donc, au cours de cette table ronde, vous signalez plutôt une situation de surachat donc avant la crise chypriote et plutôt une phase de consolidation. Oui, effectivement, même si à moyen terme, on est tout à fait positif sur le CAC 40, effectivement, à très court terme, on pouvait mettre en évidence certains éléments d'essoufflement qui laissent augurer une poursuite d'une petite consolidation. Maintenant, sur la vue moyen terme, on reste largement positif, avec des niveaux d'inflexion de support, comme le soulignait Marc, je le rejoins sur la zone des 3600, 3580 points, qui resterait un premier niveau à surveiller sur le CAC. Mais même en cas de franchissement de ce premier niveau, la vue haussière de moyen terme pour nous serait vraiment à valider qu'en cassure des 3340 points, qui est pour nous plus le gros niveau de moyen terme à surveiller. Tant que ce niveau n'est pas franchi, à moyen terme, on vise vraiment un retour sur les plus hauts, donc sur la zone des 4169 points sur le CAC 40. Maintenant, à très court terme, effectivement, il y a des signaux un petit peu de tension qui apparaissent aux États-Unis notamment, donc je rejoins la zone des 1575 points sur le S&P 500 que signalait Marc. On se retrouve également sous les 8100 points sur le DAX, qui est vraiment les anciens points hauts, donc grosse résistance, qui pourrait freiner au moins à court terme la poursuite de l'indice. On observe aussi, alors je ne sais pas si en fait, tu peux mettre le graphique, sur les indices américains, notamment si on regarde l'indice Dow Jones Transportation, qui est un petit peu plus bas. Voilà, dessus. Non, devant. Voilà. On remarque sur l'indice Dow Jones Transportation, qui est souvent un indice avancé pour signaler des zones de tension sur les marchés américains. Donc au-delà de la zone des 15 175 points sur le S&P, on note aussi que le Dow Jones Transportation valide une divergence baissière sur ces indicateurs, notamment là ici j'ai mis le RSI par exemple. En revanche, donc ces zones de tension de court terme laissent augurer d'une phase corrective vers des niveaux de retracement probables de la dernière jambe d'accélération haussière. Maintenant, à moyen terme, ça ne constitue pas pour nous un retournement de marché. Donc ce serait plutôt une optique de correction court terme avant une reprise de la hausse. Donc c'est un autre élément qui laisse augurer d'une possible stabilisation au moins à court terme sur les indices. Mais comme je l'indiquais, ma vue est également haussière à moyen terme et on vise au moins un retour sur les anciens points hauts 4169 sur le CAC 40 au cours des prochains mois. Olivier Inger, le fait que le Dow Jones Transport ait fait un record historique, est-ce que c'est pas un signal relativement fiable qu'à moyen terme, le S&P 500 doit dépasser ses plus hauts? Normalement, oui, c'est en soi, la théorie de Dow explique que normalement c'est un signal de validation et de confirmation. Maintenant, les économies aussi ont quand même énormément évolué et ça revenait à une époque d'un siècle passé où le transport de marchandises était extrêmement important dans l'économie. Aujourd'hui, l'économie
réelle, tangible, est toujours très importante, mais ça a quand même beaucoup évolué. Alors, est-ce qu'il faut y attribuer une énorme importance? À vrai dire, je ne sais pas. C'est sûr qu'on a eu en tout cas une bonne validation. On a vu hier, il y a 2 jours, FedEx qui a fait un profit warning, etc. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu mitigé. Est-ce qu'il y a un risque de triple top sur le S&P 500? Il y a un risque absolument, puisqu'on est record historique 1576. Là, on est venu se loger exactement entre les deux. Puis il y en avait un qui avait été fait, si je me souviens bien, en 2000 et l'autre en 2007. On est venu se loger entre les deux. Pour le moment, je ne sais pas si on voit là, mais en fait, on a sur une durée de 10 ans, on a effectivement un triple sommet. On est juste en train de se mesurer ce triple sommet. On a lâché à peu près, on est 2% en dessous. Hein, c'est pas non plus foutu, on peut dire. Ça peut être une zone d'accumulation. Tout à fait. Enfin, je dirais que tant que le S&P ne casse pas le seuil des 1520, qui n'est pas loin non plus, hein, mais tant qu'on ne casse pas en dessous de 1520, qui a été difficile à conquérir au mois de janvier-février, on a eu beaucoup de mal, on a passé au-dessus. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de 1520, je dirais que pour le moment, on est un petit peu à moitié-moitié. On peut très bien passer au-dessus, et tant qu'on ne casse pas 1520, il n'y a pas vraiment d'inquiétude majeure à se faire. Le problème, mais c'est tout le temps la même chose, le problème vient de l'Europe. Qu'est-ce que fait l'Europe? À quoi joue l'Europe? L'Europe est-elle gouvernable? L'Europe a-t-elle un sens avec des pays qui sont aussi disparates et sans avoir quelque chose de fédéral? Qu'est-ce qui se passe en France? Comment est-ce qu'on peut gérer le grand écart qui est en train de se faire entre la France et l'Allemagne? Enfin là, il y a vraiment tellement d'inconnus qu'on a un baromètre de la peur qui peut revenir, parce que ce qui se passe, là, Chypre en est l'exemple, on a la peur qui revient, et si la peur revient, les marchés descendent. C'est aussi simple que ça. Si la peur s'estompe, les marchés peuvent monter. Fondamentalement, ils ont de quoi monter et faire des nouveaux plus hauts. Le S&P 500 à 1576, il ne faut pas s'en faire une catastrophe, parce que les entreprises en elles-mêmes, intrinsèquement, valent beaucoup plus cher. L'économie américaine représente plus de richesses aujourd'hui qu'en 2007, quand elle a fait son record. Et en 2000, n'en parlons pas, il n'y a aucun rapport. Donc fondamentalement, on n'est pas dans un marché américain qui soit particulièrement cher, il n'y a même pas vraiment de raison qu'il descende beaucoup. En plus de ça, on a des indicateurs économiques qui sont finalement relativement consistants depuis 2 mois aux États-Unis, et qui sont a priori un peu en divergence par rapport à la guidance des entreprises, puisqu'elles attendent au premier trimestre de cette année, elles attendent au premier trimestre, elles ont toutes été très négatives dans leurs prévisions, puisqu'on n'attend quasiment aucune croissance des bénéfices. Si l'économie américaine continue comme elle est en train de donner les chiffres actuels, on peut imaginer qu'en avril, quand ils vont commencer à publier, en fait, beaucoup de ces entreprises vont un peu plutôt surprendre agréablement. Donc, je ne vois pas vraiment le marché américain s'écrouler, sauf la peur générée par ce qui se passe en Europe. Et sur le CAC 40, est-ce qu'il y a des gros soutiens? Alors, sur le CAC 40, en fait, l'indice, il évolue beaucoup par palier. Si vous regardez avec le passé, vous verrez que le CAC 40, il évolue dans des bandes qui sont souvent d'à peu près 7% d'amplitude. Le CAC 40 avait passé, avant Chypre, était passé au-dessus d'un niveau, je ne sais pas si on peut le voir, mais d'un niveau qui était à 3790 points, qui avait été très difficile à battre. Comme tout allait bien, on a passé, on commençait à s'installer entre 3790 et 4080 sur une phase plus long terme, je dirais, sur les semaines ou les mois qui viennent. Et finalement, avec cette histoire de Chypre, on va bien voir comment ça évolue, on est repassé en dessous. Donc on est repassé en dessous, on revient finalement à l'étage inférieur. L'étage inférieur, c'est quoi? C'est 3600, 3790. Techniquement, il y a des paliers intermédiaires. Si en fait les choses arrivent, ils arrivent à trouver une solution, quelque chose, je pense que tant qu'on ne casse pas 3700, 710, on n'ira pas à 3600. Ce serait vraiment que là, la peur est en train d'atteindre un niveau assez fort, même très fort, et que donc Chypre, il n'y a rien du tout. Et sinon, on va rester entre 3700 et 3790. Si une solution émerge et qu'elle est à peu près satisfaisante, on va se réinstaller entre 3790 et 4080 avec des indices américains qui sans doute feraient les fameux records. Pour le moment, on ne sait pas, j'en sais rien du tout. Alors André Malpel, vous restez plutôt assez pessimiste sur le mouvement de hausse qui s'est produit ces derniers mois. Et vous nous signalez un grand trading range entre 2500 points et 4200 points sur le CAC 40. Donc à moyen terme, vous restez relativement baissier. Pas complètement, hein, c'est un peu aller vite en besogne. D'abord, vis-à-vis des marchés américains, je suis plutôt pour l'instant haussier, sauf le Nasdaq qui semble vraiment infléchir sa hausse et qui est sur le point de casser, mais il ne casse pas encore. Donc avant l'heure, c'est pas l'heure.
après l'heure c'est plus l'heure, donc il faut attendre vraiment qu'on casse ces points. Quant au CAC, effectivement, on voit qu'on progresse. Pour l'instant, on progresse un peu au-dessus. Vous vous souvenez, j'avais dit 3008, après on devrait chuter. Pour l'instant, ça continue de monter. Là, tout récemment, avec les péripéties chypriotes, on a cassé la tendance court terme ici, c'est produite et on commence à infléchir, etc. On pourrait consolider. De là à vraiment remettre en cause, pour l'instant, la tendance moyen terme, c'est pas certain. Donc moi, je suis encore un peu de hausse jusqu'à venir flirter. C'est ce que je vous disais dans le revenu. Et j'invite tout le monde à aller prendre les journaux du revenu, à relire ce débat qu'on a fait tous ensemble avec des graphiques, etc., des photos. Et vous pouvez reprendre et redétailler ce qu'on avait dit avec Romain dans les locaux du journal Le Revenu. Donc vous les avez gratuitement à l'entrée, donc profitez-en, et donc de reprendre. Et à ce moment-là, je vous disais, on peut venir flirter avec les 4000. Je pense que malgré la rupture là, à cause de Chypre, je pense qu'on a toujours ce potentiel. Mais derrière, on voit qu'on est visiblement, surtout sur le long terme, quand on regarde un graphique long terme, on voit qu'on est effectivement dans une grosse zone de consolidation là. Sur un peu plus de 10 ans, 15 ans, on stagne, on n'arrive pas à décoller, on n'arrive pas, et même dans la zone des 5 dernières années également. Donc est-ce qu'on veut venir flirter un peu au-dessus jusqu'à monter, je vous dis, un peu vers 4000? C'est ce que je pense, mais je suis sur mes gardes et j'attends un retournement, un potentiel de retournement. Et après, si ça engageait et ça cassait, donc des niveaux de 3006 et ensuite évidemment 3004, etc., il va forcément descendre, c'est plutôt effectivement des retours vers les plus bas et peut-être même aller chercher la zone des 2000. Mais pour l'instant, c'est de la perspective, c'est-à-dire que cette perspective, on attend de voir ce que ça donne une fois que ça aura cassé. Donc sur mes gardes, vraiment sur le CAC, en attente, faire très attention, bien coller les stops, bien protéger tout ce que vous avez pu gagner, surtout ceux qui ont pu rentrer au mois de juillet après les déclarations de Draghi sur le rachat des dettes souveraines et soutien de l'euro, etc. Et hop, et le décollage qu'on a eu. Donc à partir de ce moment-là, on a une sorte de rephasing, une fête qui corrige un peu cette forte baisse qu'on avait eue précédemment. Et donc ce mouvement est en train de monter jusqu'à venir flirter un petit peu en dessous de 4000, mais je suis pas très haussier. C'est-à-dire que je suis peut-être le moins haussier de tous ceux qui sont là. Pour l'instant, j'ai bien noté quand même dans ce qui a été dit, et c'était surtout Franck, parce que je l'ai poussé un peu à bien se mouiller sur Nikkei. C'est ce qu'il disait, donc on a confirmé. Chez eux, on a l'habitude de se mouiller. Voilà, tant mieux. Et mouiller, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est le terme. Et essayons d'être vraiment, de ne pas dire ça peut monter, ça peut baisser, pour que vraiment tout le monde puisse prendre note et peut-être prendre date pour dans 6 mois, on se reverra peut-être au salon du trading, pour pouvoir, si on ne se revoit pas au salon du Forex le 24 mai, Friday Forex, revenir au salon du trading en septembre, ou revoir et dire « Ah, mais vous aviez dit ça, alors qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça, c'est toujours intéressant. Et on peut expliquer. On n'a pas toujours raison, ne croyez pas, c'est pas une boule de cristal à expliquer. Donc moi, pour l'instant, sur le CAC, j'attends une rupture sérieuse, donc une zone des 3006 qui pourrait m'amener à vendre pour shorter. Pour l'instant, je reste plutôt haussier jusqu'à 3900, 950, et puis après, fini, on pourrait se retourner. Alors sur matières premières devises, en particulier sur l'or qui intéresse toujours les investisseurs, il y avait des avis, un avis assez tranché, celui de Franck. Franck, vous disiez, l'or va baisser. Des avis tranchés. L'or va baisser. Oui, non, à partir du moment où on est aussi sur les marchés actions, ça veut dire quoi? Qu'il y a une appétence pour le risque. De toute manière, les rendements sans risque n'existent plus. Aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous ne savez pas comment, à moindre risque, sortir un rendement en fin d'année. Donc, à partir du moment où le risque systémique se réduit, à partir du moment où les marchés actions attirent à nouveau les flux de capitaux, l'or, mis à part le côté vraiment matière première, mais qui n'est pas du tout pricé, et là, dans les prix de l'or, il y a clairement le risque systémique qui a conduit à une telle appréciation. Donc pour nous, les 1560, qui est le gros niveau que tout le monde a repéré, pour nous, ce gros niveau va exploser, avec derrière un dégonflement de la bulle qui s'est construite au cours de ces dernières années. Il suffit de regarder le nombre de magasins achats d'or qu'il y a dans nos rues pour comprendre que la hausse de l'or est derrière nous, c'est en tout cas notre conviction.
Donc pour nous c'est direction 1300 une fois que les 1560 auront cassé. Et pour jouer ce scénario, pourquoi pas se positionner courant de semaine prochaine, une fois qu'on aura un peu plus de visibilité sur l'issue chypriote, qui est la seule, qui pourrait être la seule raison, en tout cas à court terme, pour un retour de la crainte et du risque systémique, et auquel cas d'une appréciation de l'or. Mais si la semaine prochaine il ne se passe pas un scénario catastrophe avec Chypre, ce sera un excellent timing pour shorter l'or et renforcer sous les 1560 plutôt que d'attendre la rupture du niveau et d'arriver avec un timing qui sera mauvais. Voilà en tout cas notre scénario. Alors Marc, sur l'or, vous jouez plutôt le rebond tant que ce fameux support n'est pas enfoncé. Alors, oui, alors sur l'or, moi j'ai un avis assez tranché. Je suis d'accord avec Franck pour dire que l'or est très souvent sur les grandes inflexions de marché un indicateur de contre-tendance par rapport au marché des indices actions. On le voit depuis de façon assez empirique. On se souvient très bien qu'avant entre les années 80 et 2000, les marchés actions avaient le vent en poupe, tandis que l'or était dans un grand triangle de consolidation plate. Au moment où l'or est sorti de ce triangle, à savoir au début des années 2000, les marchés indices actions se sont effondrés. Donc sur des grands mouvements de tendance, il y a une réalité entre la décorrélation or et indice. Maintenant, sur du plus court terme, parfois on peut avoir des indices qui montent en même temps que l'or et inversement. Aujourd'hui, l'or arrive sur ce très fort support dont Franck a parlé, qui est autour des 1530, 1550 dollars de l'once, qui est un niveau de support très très fort. Il vient actuellement de rebondir un petit peu à contre-tendance de ce qui s'est passé avec l'affaire chypriote, etc. Les gens se sont vite réfugiés sur l'or, ça ne veut encore rien dire. Moi aujourd'hui, j'ai deux choses, comme disait André tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, s'il faut se mouiller. Si effectivement l'or tient au-dessus de ce niveau-là, je pense qu'on peut repartir sur une hausse de l'once. Si le CAC passe sous les 3006, je pense que on va partir dans un biais baissier assez conséquent qui peut effectivement nous ramener, en tout cas sous les 3000. Voilà, donc, mais tant que ces niveaux-là tiennent, moi je préfère rester prudent. Il y a encore, l'or est toujours dans un canal, une espèce de flag descendant depuis, attendez que je regarde la date exacte, je crois que c'était octobre dernier, mais c'est ça, à peu près octobre 2012, sur son plus haut à 1008. Tant qu'il est à l'intérieur de ce canal, il va arriver, en fait, on est ce que j'appelle pas loin d'un verdict assez important sur du plus long terme. S'il sort de ce canal, de ce flag à la hausse, je pense que ça peut effectivement lui redonner beaucoup d'impulsion, ce qui pourrait correspondre à une rupture des 3006 sur le CAC, et inversement, si jamais il enfonce ce niveau des 1530, là, oui, il y a un risque de baisse assez important à arriver juste derrière. Olivier, vous aviez un avis assez tranché sur le pétrole, hein. Vous êtes baissier pétrole. Enfin, baissier dans le sens que non, je ne crois pas du tout à une flambée du pétrole comme on a vu en 2008. C'est surtout ça. Je ne suis pas baissier, je pense que le pétrole va se stabiliser peut-être entre 80 et 100 dollars. Pourquoi? Parce que, mais c'est un raisonnement qui est beaucoup moins graphique que tout simplement de raisonnement et fondamental. On trouve du pétrole partout, on trouve de l'huile de schiste partout. Donc on n'est plus du tout sur les années qui viennent dans une situation de panique, d'euphorie, etc. Et plus le temps passe, plus on sent une surabondance de pétrole et d'hydrocarbures. Donc de ce côté-là, je vois vraiment pas pourquoi on irait vers un problème de squeeze sur le pétrole. Bon, ceci étant, pour que le pétrole soit extrait de ces nouveaux gisements et de ces nouvelles sources d'exploitation, il y en a partout, on en trouve en Australie, on en trouve vraiment partout. C'est évident, pour que ça ait du sens, c'est quand même assez cher à exploiter. C'est pour ça que je pense que de toute façon, il y aura quelque part, ce sera très difficile de descendre en dessous de 80 dollars, parce que sinon ça ne vaut plus vraiment la peine. Et je pense que sur le pétrole, il faut, à mon avis, il n'y a pas de quoi se dire qu'on va exploser sur le pétrole et s'embarquer et prendre des euphories, bien ça y est, on va partir à 300 dollars l'once. Je pense que c'est fini, au contraire, parce que tout simplement, on a une abondance de la ressource, tout simplement. Alors sur les devises, donc vous avez tous souligné la difficulté d'anticiper les variations de l'euro-dollar. C'est peut-être André qui avait une vision plus affirmée et baissière à long terme sur l'euro-dollar. Moi
Moi, je faisais référence un peu à ce que j'avais donné, donc jusque-là, ça avait pas mal marché. Donc, mai-juin, quand on était vers les niveaux des 1,25, etc., j'avais donné 1,20 avant de remonter vers 1,38, donc 1,38, 1,40. Hein, je le voyais quand même un peu plus haut que ce qu'il a fait, le rouge, par là. Donc il était bien remonté. Ici, la correction s'était fait un peu plus faible que ce que j'anticipais. J'anticipais un peu plus bas et un peu plus haut. Et maintenant, il cassait. Surtout là, si on reprenait bien ces différents points, ces différents creux. Je bouge un petit peu, non, un petit peu rond. Voilà, hop, je suis revenu. Voilà. Si on reprenait ces différents creux, le creux de juillet et le creux de novembre, on voyait que la tendance avait été cassée assez nettement, assez clairement. Donc essayer maintenant d'acheter ou d'anticiper une hausse de l'euro, c'était dangereux et donc plutôt anticiper maintenant un retournement, un début de retournement. Donc ce mouvement-là, c'était bien passé jusqu'à présent, à peu près bien passé. 1,25, envisager le retour à 1,20, on n'avait pas tout à fait fait 1,20. Remonter à 1,38, 1,40, on n'a fait que 1,37, 50 et quelques. Et ensuite, donc on n'est pas loin, mais il manque à chaque fois un petit peu et on casse. Donc moi, je suis plutôt effectivement, si on prend comment ça s'appelle, l'euro sur une base plus long terme, on voit qu'on est rentré dans une phase de relative consolidation un peu complexe, etc. C'est ce que j'ai déjà donné en septembre. Vous vous souvenez, c'était un petit peu ce que j'avais déjà donné au salon du trading en septembre, où on était en ABCX, ABC. Donc là, on avait une première ABC, une X, une ABC et une OX. Donc ça veut dire que l'objectif final, c'est un peu compliqué, surtout pour ceux qui ne suivent pas en Elliott. Oula, c'est compliqué, ABCX, c'est compliqué. D'accord, ok, on passe. Alors, ça veut dire une phase de consolidation, un peu en yo-yo. Là, au lieu d'avoir fait 1,38, 1,40, on aurait fini à 1,37 et maintenant on repartirait pour aller rejoindre, je vous dis, les 1,15, 1,10, 1,15 qui serait le niveau qui pourrait finir cette phase de consolidation. Donc, et ça, peut-être plutôt, vous voyez que ça c'est un graphique je pense en mensuel, et donc eh ben, ça nous donnerait quelque chose vers 1,10, un petit peu plus qu'un 10, hein, plutôt un 13 égal, fin 2013, début 2014, donc c'est un petit peu loin, mais là on aurait engagé, depuis cette rupture, et depuis ce retournement ici, on aurait engagé un mouvement de retournement, et maintenant une décrue de l'euro face au dollar, une augmentation du dollar, c'est comme vous voulez, et là on voit, même sur cette baisse, là on voit un bon mouvement qui part avec une belle tendance baissière, donc dans l'immédiat, avec les premiers objectifs évidemment qui sont aux alentours des 1,28, ensuite toute la suite, hein, vous en avez plusieurs, mais plutôt un petit décru, il y aura des phases de dépôt, donc là on pourrait arriver à la fin d'un premier mouvement vers 1,28, on pourrait rebondir vers 1,31, etc. et continuer, et au fur et à mesure comme ça enchaîner. Donc c'est très éliotiste ce que je vous dis évidemment, donc c'est pour ça que j'ai une décomposition, un scénario de ce type-là, mais pour l'instant, plutôt, effectivement, d'abord ça fonctionne pas trop mal, et essayer de dire plutôt une décrue, avec évidemment, il y aura toujours des rebonds intermédiaires, donc je vous dis en particulier un rebond prochainement, une fois qu'on sera aux alentours des 1,28, un rebond vers 1,31, 1,31,50, ça devrait être le cas, donc revenir un peu tester ce niveau ici de résistance qu'on a à ce niveau-là, des 1,31,50, qui serait intéressant une fois qu'on sera aux alentours des 1,28 à peu près. Nicolas Suffet, vous avez une conviction forte sur la livre contre dollar. Oui, exactement. En fait, la livre sterling face au dollar, d'ailleurs même face à l'euro, mais face au dollar, la configuration technique est assez intéressante puisqu'on a validé d'un point de vue graphique à la fois figure de retournement. On a validé donc deux figures de retournement, la première en double sommet d'un point de vue court terme, sous la zone des 1,64, et la validation d'un triangle symétrique d'un point de vue moyen terme. Voilà, par ailleurs, on a eu un breakout de volatilité sur les bandes de Bollinger, et la cassure des 1,53, 1,55, qui constituait le dernier support majeur, a été enfoncé. Donc pour nous, ces signaux, la validation de ces signaux nous incite en fait à anticiper un retour vers les précédents points bas de la crise, tout simplement, aux alentours des 1,35. Donc dans les mois qui viennent, alors il y aura des phases probablement de rebond intermédiaire, mais en tout état de cause, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus des 1,64, désormais on vise un retour vers les précédents points bas, autour des 1,35 sur cette parité. Alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à poser des questions.
Les experts sont là. Juste, on pouvait aussi noter quand même sur l'euro-dollar, la capacité de la parité à encaisser la nouvelle chypriote, puisqu'on a quand même, certes, la parité elle s'est repliée, mais dans des proportions vraiment faibles, compte tenu de la situation. Donc, c'est quand même intéressant de voir la capacité de la parité à encaisser les mauvaises nouvelles. Ça donne une force relative normalement positive qui, en cas si l'affaire chypriote se terminera la semaine prochaine, je ne sais pas encore comment exactement, mais on aura une bonne, a priori on aura une bonne indication. Elle viendra de l'euro-dollar sur justement comment le marché va encaisser l'issue probable la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. S'il n'y avait pas de croissance, si le consensus de la croissance. Je vais laisser les autres experts répondre. Juste vous dire que l'analyse technique ne fait pas d'anticipation, c'est pas de la prévision. L'analyse technique, c'est la lecture de ce que pensent les intervenants. Donc s'ils se gourent pendant un moment, ils ne sont pas magiciens non plus. Hein. Ils pensent plutôt que ça va monter, ils pensent plutôt que ça va baisser pour des raisons économiques, certes, etc. Donc est-ce qu'ils pensent pour l'instant plutôt que ça va monter, ou plutôt que ça va baisser, ou plutôt que ça va stagner? En regardant le graphique, on peut peut-être le déduire. Voilà. Mais ils peuvent se tromper également. Donc si effectivement ils anticipent une hausse, votre question elle est de ce type-là, si graphiquement on voit qu'ils anticipent une hausse, étant donné que le graphique monte, et que cette une hausse de l'économie, puisque le graphique monte, que c'est favorable, si cette hausse, si cette période favorable économique ne se produit pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut voir ça? Alors, Olivier Angier, c'est pas tellement les anticipations de croissance qui soutiennent les marchés actuellement que les banques centrales le soutiennent les banques centrales. Absolument, c'est que ce sont les banques centrales qui font les marchés aujourd'hui. Et on l'a vu, ça fait 2 ans, 3 ans que ça dure. Alors, on a une divergence entre deux politiques économiques d'ailleurs très fortes. On a les États-Unis, l'Angleterre, le Japon qui sont partis à fond dans la monétisation, à fond dans la stimulation monétaire pour éviter un effet récessif au maximum. Les Anglais ont beaucoup de mal, les Japonais beaucoup de mal, les États-Unis sont, je dirais, c'est un peu fragile, mais quand même en train de gagner leur pari, et tant mieux, parce que s'ils n'étaient pas en train de gagner leur pari, on se demande vraiment quelle solution pourrait-il donc y avoir, parce que si la solution... L'Europe, elle est en train de démontrer en fait tout le contraire, que l'austérité, ça ne marche pas. Ça fait 2 ans et demi qu'on nous prêche l'austérité, ça ne fonctionne pas, il suffit de voir les résultats, les indicateurs. Alors, il y a un pays qui s'en sort, et encore même pas de façon ultra brillante, parce qu'il est aussi au sein de l'Europe, c'est l'Allemagne. Mais c'est le seul pays, c'est un cavalier seul et qui voudra imposer son modèle à tout le reste de l'Europe. Mais c'est impossible puisque l'Allemagne elle-même repose beaucoup sur ses exportations. Mais si tout le monde exportait, elle n'exporterait pas. Donc sa balance ne serait pas excédentaire. Donc il y a quelque chose qui est une imposition d'un modèle qui est en train de prouver qu'il ne fonctionne pas. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. C'est pas de droite, de gauche en France, c'est des deux bords à la fois. Mais c'est en train de plomber, littéralement de plomber l'économie en Europe, et c'est quelque chose qui est absolument catastrophique. Heureusement, l'Europe est la seule à avoir pris cette voie-là, à se dire il faut réduire les déficits, la magie absolue c'est de réduire les déficits. Si les États-Unis étaient dans la même politique, je me demande vraiment, mais vraiment où en serait le monde aujourd'hui. Il est en train de tourner pourvu que ça dure encore et que ça refonctionne et que ça reparte. Quand il y aura de la richesse qui aura été recréée, on s'occupera de réduire les déficits. C'est ce que fait la Fed. Et là où ça va devenir très dangereux, c'est ce qu'on disait l'autre jour, enfin c'est mon sens, là où les marchés vont vraiment devenir dangereux, c'est si l'économie américaine repart suffisamment fortement et reprend suffisamment de croissance pour qu'à un moment donné,